Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris en compagnie de Vincent Cespedes. Oh là là, que c'est bon de se retrouver ici après ce carton de la première vidéo, 100 000 vues. Ouais, c'est vrai, incroyable. Je m'y attendais pas, je te connaissais vaguement et puis maintenant je t'ai suivi et je suis vraiment ravi d'être là. Ouais, c'était vraiment une belle vidéo sur ton autre film, L'homme expliqué aux femmes. Ton livre. Pardon. Mais c'est un film, un livre, c'est pareil, c'est la même énergie, la même dramaturgie. L'homme expliqué aux femmes, exactement. Et comment tu expliques que ça a plu tellement plu cette vidéo ? Moi je pense qu'il y a eu un propos qui tombait bien dans la désespérance aujourd'hui ou l'interrogation qu'ont les gens sur leur amour, leur couple, leurs problèmes conjugaux, leurs amants, leurs maîtresses, etc. Je pense qu'on a essayé d'apporter une parole un peu fraîche qui dit voilà, l'amour c'est de la création et chacun doit créer comme il le sent et pas comme on lui dit de créer. Donc il n'y a pas de normes dans l'amour. C'est toujours un message qui fait du bien parce que ça nous remet dans notre autonomie amoureuse et ça c'est important. Ouais. Alors comment tu choisis le titre de tes livres, enfin le sujet de tes livres, parce que là le petit dernier qui vient de sortir il y a 2 jours, l'ambition sur l'ambition, ou l'épopée de soi, c'est ton 15e. Pourquoi tu as décidé de parler de l'ambition d'un seul coup ? Simplement parce que c'est un mot, c'est un gros mot en français, l'ambition. Ambition, c'est tellement un gros mot qu'il faut préciser ambition noble ou ambition généreuse, mettre un petit adjectif pour préciser que c'est pas l'homme qui a les dents qui rayent le plancher, mais c'est quelque chose qui peut faire avancer l'état du monde. Et donc ça m'intéresse parce que c'est un mot tabou, surtout en France. En Amérique, c'est l'inverse. Ambition, tout le monde est ambitieux. Et du coup, on dilue aussi la notion d'ambition. En fait, l'ambition, c'est pas trop ce que c'est, mais on en parle tous les jours. J'étais sensible, j'ai mis 3 ans pour l'écrire, ce livre. J'ai compulsé des centaines de biographies de personnages ambitieux, des correspondances. Qui ça Ça va de Jules César à Rihanna. Ah oui, le spectre est très large. Ah oui, les ambitieux, il y en a dans le sport, il y en a dans la science, il y a des hommes politiques, bien sûr. Toi-même, je pense que tu es aussi ambitieuse d'une certaine façon. Du côté humaniste ? J'espère, je pense. Vu le public que tu as et vu les commentaires, je pense que c'est ça. L'ambition, c'est ne pas être content du présent, quelque part. Se dire, le présent pourrait être mieux. Ça, c'est la base de l'ambition. Ça pourrait être mieux, on pourrait aller plus vite, plus fort, gagner plus d'argent, ça c'est une certaine forme d'ambition, mais on pourrait avoir plus de justice, on pourrait changer la société, on pourrait avoir plus d'amour dans le monde. L'ambition, c'est toujours l'opposé du narcissisme, quelque part. Le narcissique, c'est celui qui est très content de lui, qui se regarde dans le miroir et qui se noie dans son image. L'ambitieux, il n'est pas content de lui. Il aimerait pouvoir le devenir dans le futur. Mais là, dans le présent, il se dit, il y a quelque chose de décevant. Et ça, c'est très intéressant. On parle tout le temps de l'ambition, c'est notre tabou. Vous savez, tu sais, le tabou, c'est toujours, il revient de façon refoulée, il nous démange, il nous dérange. C'est compliqué, on est obsédé par cette notion. On parle tout le temps de projets ambitieux, tout projet est dit ambitieux, on ne sait pas comment créer de l'ambition collective, en entreprise on ne sait pas comment insuffler de l'ambition à l'équipe. Donc voilà, c'est une question qui est vraiment une question paradoxale, qui fait grincer des dents et qui finalement n'avait pas un traitement philosophique depuis 2500 ans. Car ce livre est le premier livre théorique sur l'ambition depuis de tout temps. J'ose l'affirmer, qu'on me démente, qu'on m'explique le contraire. Il y a beaucoup de livres californiens qui nous expliquent les lois du succès, comment réussir, etc. Mais ce n'est pas une théorisation philosophique sur l'ambition. Là, je fais de l'ambition une catégorie philosophique. Mais souvent on est cassé, et c'est pour ça peut-être en France où c'est pas autant, ça prend pas autant, où on a peur de l'afficher, il y a la jalousie, on se sent cassé, on n'ose pas, les gens l'interprètent mal, il y a un mal-être vis-à-vis de ça. Oui. En fait, le problème de l'ambition, c'est le problème de la démocratie. Avant, il y avait la société de cour. On naissait dans une famille noble, on était noble, on reprenait le château, on reprenait un parcours qui était déjà fait avant la naissance. Et dans la société de cour, finalement, l'ambition, on a l'ambition de nos parents, de notre milieu social. C'est pas trop un problème. L'ambition commence à devenir un problème lorsqu'on passe à la démocratie. Lorsqu'on passe à la méritocratie, c'est-à-dire en fonction des compétences, pas de ta naissance, mais des compétences que tu développes, de ta façon d'être, des diplômes que tu as, en France c'est beaucoup ça, alors tu as le droit d'avoir les plus hautes ambitions, il n'y a pas de limite à l'ambition. Évidemment, le problème quand on est un peu dirigeant, décideur, c'est qu'on veut que nos enfants soient aussi dirigeants et décideurs. C'est un peu ce qui s'est passé en Inde. Vous savez, l'hindouisme avant, l'hindouisme dans les textes, le vrai hindouisme, c'est pas une société de caste.
On est guerrier pas parce que papa est guerrier, on est guerrier parce qu'on est compétent pour être guerrier. On est brahman parce qu'on est compétent pour diriger les hommes et avoir une réflexion profonde. Et en fait, comme les parents ont voulu finalement choyer leurs petits rejetons, ils ont dit finalement ça dépend de la naissance, il y a quelque chose qui passe, et ça s'est transformé peu à peu, mais c'est un système qui a été dévoyé, un système à l'origine qui était méritocratique, et qui a été dévoyé en société de caste. Eh bien, l'ambition, c'est le même problème en France. On fait croire à tout le monde qu'ils peuvent être ambitieux, aux gamins de banlieue défavorisés, aux fils d'ouvriers, on lui dit « t'as le droit d'être ambitieux, tu pourras devenir journaliste, avocat, président de la République ». Et au bout du compte, il y a tout un parcours qui fait qu'on lui interdit cette ambition-là. Et une des meilleures façons de l'interdire, c'est de faire de l'ambition un gros mot. Alors, c'est pas un gros mot dans les milieux, je dirais, très favorisés. Il faut être ambitieux. Hein. On a de l'argent, papa a de l'argent, maman a de l'argent. Tu dois être ambitieux, mon fils. D'ailleurs, trouve ton ambition. Si tu n'en as pas, c'est un problème. Hein. Mais dans les milieux défavorisés, on a une sorte de publicité anti-ambitionnelle et une éducation anti-ambitionnelle, où finalement le but de l'éducation nationale, le but pas des profs, mais de l'éducation du système, c'est mon fils, tu es plein de curiosité, tu as 8 ans, tu es gourmand de la vie, à 16 ans, tu n'as plus envie de lire, tu es dégoûté de la vie et tu as un destin pessimiste. Voilà comment on brise l'ambition qui normalement est l'apanage de la jeunesse. Mais on la voit l'ambition pourtant chez les 17, 18, même après, ou de tout temps. Mais le problème c'est qu'on retrouve et on repart nous vers des schémas, des anciens schémas aussi. Il y a une guérison quand même, il y a un chemin personnel d'évolution et à dire non, j'ai envie pas de cette ascension, mais de vraiment m'exprimer et d'être. Et je pense que notre société, elle est vraiment dans ce besoin de s'exprimer, d'être soi-même. Mais moi, je le ressens en tant que fille de restaurateur. Après, il y a tous ces anciens mécanismes où quand on peut être immigré ou peu importe, il y a des choses qui sont là, qui nous bloquent quand même. En fait, au-delà d'humour, ambition. Tout à fait. Je pense la plus grande découverte du livre, quand j'ai commencé à compulser des centaines de biographies, à essayer de comprendre comment un Jules César, comment une Rihanna devenait ambitieux, j'ai découvert une chose extraordinaire. Souvent, on analyse l'ambition et le destin d'un ambitieux comme étant des failles personnelles, souvent dans l'enfance ou l'adolescence. Un père qui est mort. Les orphelins, il y a une grande proportion d'ambitieux orphelins. Enfin, disons, il y a plus d'orphelins dans les ambitieux statistiquement. Donc, on analysait ça du point de vue psychologique de façon très classique. Il a très tôt vu que la vie était difficile, qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Eh ben, il s'est battu beaucoup plus que ses camarades de jeu qui étaient dans le bac à sable. Il a compris que la vie était une guerre et il a mis les bouchées doubles. Et on analysait toujours l'ambition comme étant un traumatisme de l'enfance résilié. Une résilience personnelle. J'ai découvert dans ce livre, dans ce parcours philosophique, qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est jamais des failles personnelles qui rendent ambitieux. Parce que les failles personnelles, ça peut aussi nous briser, ça peut aussi nous casser, nous rendre inhibés. Perdre un parent, on peut se dire, mon Dieu, l'avenir va être très dur et j'ai peur de vivre. Et d'ailleurs, dans une fratrie où il y a un parent qui n'est pas là, il y en a peut-être un qui est ambitieux, mais les autres ne sont pas spécialement ambitieux. J'ai découvert qu'en fait, c'est la faille de ce que j'appelle un tuteur, un parent. Quelqu'un, un adulte qui est proche de l'enfant, qui est sur le mode de la confidence, de la transmission d'émotions, qui parle presque comme un adulte avec l'enfant, qui se confie sur ses douleurs, sur ses problèmes, sur ce que j'appelle son hélas. Quand on dit hélas, c'est magique ce mot, c'est un mot magique pour l'enfant. Pour l'adulte, c'est terrible. Quelqu'un qui dit hélas, c'est quelqu'un de désespéré, de pessimiste et qui dit j'y arriverai pas. Mais pour l'enfant qui entend son parent dire hélas, mon père me dit hélas, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de génial. Parce que s'il y a hélas, il y avait quand même une vie meilleure. Et que j'ai pas, hélas, réussi à l'atteindre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout hélas, il y a une promesse de mieux, il y a une promesse de plus. Mais le parent qui dit hélas à son enfant dit « moi, j'ai pas réussi ». Moi, hélas, pour moi, on est misérable, hélas, j'ai perdu ta mère, hélas, etc. Mais l'enfant, lui, il est jeune, vous savez, le bouillonnement de la jeunesse, la vie devant lui, toutes ces potentialités qui ne demandent qu'à fleurir, qu'à s'épanouir. L'enfant, il écoute l'hélas de l'adulte et dit « oh là, attends, quoi redis, tu dis hélas, quoi, tu dis que ça aurait pu être mieux ?» Qu'est-ce qu'il dit profondément, l'enfant? Il dit « toi qui es mon modèle », parce qu'un tuteur c'est un modèle, je veux devenir comme lui plus tard. Mon modèle me dit qu'en fait il ne doit pas être un modèle, qu'il y a mieux que lui, que la vie aurait pu être plus intense, plus magnifique. Mais moi j'incarne la seconde chance, j'incarne la deuxième génération, j'incarne celui qui est au courant que la vie est dure et qu'elle réservait des trésors que mon aîné n'a pas pu atteindre. Et donc moi je vais devenir ambitieux. L'ambition c'est une résilience par procuration. C'est pas une résilience personnelle, c'est une résilience
comme une seconde revanche sur la vie. Et dans tout ambitieux, dans tous les destins, de Rihanna à Jules César, en passant par Obama, en passant par Hollande, Sarkozy, en passant par Gandhi, en passant par Mandela, en passant par de grands spiritualistes ou des guerriers sanguinaires, parce que l'ambition c'est tout ce spectre-là, à chaque fois il y a une connivence avec un parent qui a dit hélas. C'est la théorie des hélas. Et c'est vraiment, je pense, une véritable découverte sur la formation de l'esprit ambitieux. Très très intéressant. Un parcours comme Rihanna par exemple, tu t'es penché dessus? Oui, bien sûr, un parcours comme Rihanna. Alors, je crois qu'elle naît dans la Barbade, famille misérable. Le père est toxicomane, alcoolique au dernier degré. Alors on pourrait se dire, mon Dieu, elle a eu un père qui souffrait, elle a souffert, donc elle est devenue ambitieuse. Pas du tout, c'est la mère qui souffrait. La mère souffrait du père. La mère souffrait de voir son couple s'effondrer alors qu'elle n'arrive pas à sauver son mari de l'alcool, qui d'ailleurs se montre violent, etc. Et donc Rihanna naît là-dedans, non pas parce que, je dirais, elle ne met pas les bouchées doubles dans la vie parce qu'elle aurait un père alcoolique, c'est parce qu'elle a une mère qui pleure. C'est parce qu'elle a une mère qui souffre et qui dit quoi? Qui dit ce mot magique, hélas. Hélas, ça aurait pu être mieux. Hélas, notre vie ensemble aurait pu être mieux. Et la jeune Rihanna entend ça et elle commence à mettre le turbo. Alors, peut-être que les biographes plus avertis sur la vie de Rihanna vont dire que finalement, c'est le père qui disait aussi hélas. Je ne peux pas creuser loin parce que j'ouvre une brèche totalement nouvelle. Il faudrait revoir toutes les biographies pour essayer d'être à la quête de l'hélas. Il faudrait enquêter sur les hélas des grands hommes. On a tous des hélas. On a tous des hélas, mais il y en a peu qui ont des hélas revendiqués comme tels. Vous savez, en France, on a quelque chose de terrible qui est anti-ambitionnel. C'est si tu as des hélas, tu dois les taire parce que sinon tu vas écraser ton enfant. On a peur de dire hélas à l'enfant. On le dit un peu parce qu'on se plaint, parce qu'on est dans certaines formes de jérémiade. On sent que la vie pourrait être mieux, plus forte. Mais on fait attention en général. On fait attention à ne pas transmettre notre hélas à l'enfant parce qu'on a peur. C'est une superstition. C'est pas comme ça que ça marche, je viens de vous le démontrer. Mais en fait, on a peur. On se dit, si je lui dis que la vie, hélas, elle n'a pas réussi les promesses que j'aurais pu avoir, mon enfant va être déprimé. Mon enfant va se dire, oh là, la vie, c'est noir, c'est dur, c'est fatigant. Alors qu'en fait, non. L'hélas, c'est un booster magnifique pour l'enfant, à condition que l'hélas soit accompagné d'amour. Si l'hélas est accompagné d'amour, c'est-à-dire, je te le fais rapidement, hélas, je n'ai pas réussi ce destin merveilleux que j'avais, mais toi, je t'aime, et toi, tu vas réussir. Alors là, votre enfant, il va au sommet direct. Mais hélas, j'ai envie de dire, il y a deux autres façons d'accompagner l'hélas. Et la plupart du temps, c'est pas l'amour. Lorsque vous vous plaignez de votre existence, vous n'avez pas envie de dire « toi tu vas réussir », vous êtes dans quelque chose d'une souffrance et vous transmettez dans l'hélas, vous, en tant qu'adulte, une souffrance vécue. Et en général, l'hélas s'accompagne d'aigreur, de frustration, voire d'hostilité envers la vie et voire de colère. Et ça donne souvent, à 70% des cas, « hélas, je n'ai pas réussi ma vie » et toi, vu que tu es moins bien que moi, vu que tu es mon rejeton, vu que moi j'ai pas réussi et que toi tu es la deuxième génération, toi tu vas vraiment pas réussir. Et je dirais même tu n'as pas intérêt à réussir. Alors ça pourrait paraître scandaleux ce que je dis, mais quand on observe les biographies, eh bien on voit beaucoup de profils d'ambitieux comme ça. Des pères hostiles qui disent hélas pour leur vie et qui écrasent complètement leur enfant en disant t'as pas intérêt de réussir. Ou des mères perfectionnistes qui pourrissent la vie de leurs enfants. Évidemment. Les pères-mères, là, on a une parité totale. Et puis il y a une troisième forme d'hélas et de façon de le transmettre. C'est un hélas qui dit hélas, je n'ai pas réussi, mais la vie est tellement dure, mon fils, qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Que nous, notre famille, notre clan, notre culture, on ne peut pas réussir. Donc c'est pas hostile, je t'en veux pas, je t'aime bien, mais hélas, toi non plus, tu ne vas pas réussir. C'est une forme de culpabilisation par rapport au succès et à la victoire. Et ça, c'est la deuxième trouvaille du livre. C'est une trouvaille totale, qui consiste à analyser... Tu es passionné, Vincent, qu'il est passionné, c'est bon. Mais non, mais c'est l'ambition qui est passionnante. Il n'y a pas eu de livre avant, donc il fallait défricher. On a une machette, on traverse la jungle du concept et on doit trouver le trésor. Voilà. Donc c'est des morceaux de trésor. J'ai peut-être pas trouvé le trésor, mais il y a des morceaux de trésor. Qu'est-ce qui se passe quand vous me donnez une vision pessimiste à votre enfant en disant « Hélas, mais la vie est ainsi faite. C'est la fatalité, la vie est difficile. » Eh bien, votre enfant va avoir une culpabilité à réussir. Alors, il va tout faire pour réussir parce qu'en général, des parents comme ça disent « Hey, tu dois être le premier à l'école, mon fils. » Mais tu n'as pas intérêt à t'en vanter. Vous voyez, c'est une injonction paradoxale. Sois le premier, mais tu t'écrases. Le succès, c'est pas bien. Non. La morale chrétienne, une certaine morale chrétienne peut amener à ce genre d'injonction paradoxale et un peu schizophrène. Eh bien l'enfant va finalement être en position de réussir. Il aura écrit, si c'est un écrivain, un premier livre à succès qui aura été vraiment reconnu. Et ensuite, ou si c'est un acteur, il aura fait un film où il a été applaudi par la critique, par exemple. Ou si c'est un savant, il va écrire des théories à 20 ans, des théories extraordinaires. Et à partir du moment où le début du succès commence, il va tout faire méthodiquement pour échouer.
Il faut qu'il monte un peu haut pour tomber d'encore plus haut, vous voyez. Donc, premier succès, et ensuite, il s'écroule par terre. Alors, je prends des exemples, et il y en a plein des exemples. On appelait ça, au temps de Freud, du masochisme social. Vouloir souffrir. Mais en fait, c'est pas du masochisme, c'est une ambition. C'est une forme d'ambition d'échouer dans une sorte d'éclat vertigineux. Pourquoi c'est une ambition ? Parce que ça prend, on va peut-être en parler, la méthodologie même de l'ambition. On tombe dans l'alcool. L'alcool est très très utile en général, l'alcool, la drogue, pour gâcher un destin qui aurait pu être merveilleux, il n'y a pas mieux. Il y a certaines maladies, mais on ne va pas faire de théorie sur le cancer, mais il y a certaines maladies qui peuvent se développer aussi, qui quand même sont le corps qui dit maintenant c'est fini pour toi. Donc il y a aussi un caractère détestable. Il y a par exemple des ambitieux de cette trempe, des ambitieux de l'échec, qui font tout pour se griller avec tout Hollywood. Ils commencent acteurs fringants, reconnus par le cinéma américain, et ensuite ils se brouillent avec tout le monde. Voilà, problème de grosse tête. À un moment, il y a quelque chose, c'est l'ego, c'est des anciens mécanismes. C'est quoi ? Voilà, la grosse tête qui est contre-productive, ça entre dans cette logique d'ambition. Donc après, il a fallu que je nomme ces 3 sortes d'ambition. L'ambition, le hélas transmis avec amour, ça donne une ambition humaniste, ça donne une ambition expressive. J'ai quelque chose en moi que je dois exprimer. C'est ce que j'appelle l'ambition expressive. Mais peu importe la gloire, peu importe le succès, je m'en fiche. J'ai quelque chose en moi que je dois exprimer, je vais tout faire pour l'exprimer. Ça, c'est une belle ambition en général. Il y a l'ambition, donc le hélas, transmis avec de l'hostilité. Attention, ne réussis pas. J'ai pas réussi, hélas, mais toi, t'as pas intérêt de réussir. Qui est, hélas, la plus fréquente. Alors ça donne l'ambition démonstrative. C'est-à-dire, je vais prouver à mon père, à ma mère, à celui qui m'a dit « attention », que je ne suis pas un moins que rien, que je peux réussir même mieux que lui. C'est une sorte d'ambition en concurrence avec ses aînés. Et c'est terrible parce que là, c'est l'ambition bling-bling. C'est l'ambition où je vais tricher, où je vais mentir, où je vais faire de la politique, notamment une certaine forme de politique un peu narcissique, justement. Et donc ça, c'est... Exemple ? Exemple, tous les hommes politiques, en général, de ce qu'on a aujourd'hui, je mets à part quelques-uns. Mais quand vous voyez finalement Sarkozy et Mélenchon, c'est la même ambition démonstrative. Le contenu n'est pas du tout le même, le contenu politique, les partisans ne sont pas du tout les mêmes, mais c'est toujours moi je, regardez comme je suis, etc. Voilà, donc... Mais tout ça, c'est des bobos du passé, donc comment on peut changer le destin et faire que ce passé ou ce hélas qui a été dicté quelque part par les parents peut être transcendé ? Ça ne peut pas être transcendé, c'est constitutif. Il y a bien sûr un travail... Une bonne nouvelle. Oui, mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. L'hélas vous programme. Vous êtes programmé. Lorsque vous êtes dans l'hélas avec une complicité comme je vous ai décrit, vous êtes dans une urgence. Et toute ambition part d'une urgence intérieure. Vous dites, mon Dieu, il y a un coche que je ne dois pas louper. Mon aîné, il a loupé le coche de la vie meilleure, de la vie plus belle. Moi, je ne vais pas le louper. Et ça fait développer une urgence. Alors, vous avez le choix de faire quelque chose avec votre urgence ou pas. Et là, il y a toute la palette des possibles. Là, il y a vraiment du choix. Je suis un peu sartrien. On peut s'engager dans la vie, on a toujours le choix. J'ai une urgence. Je sais que la vie est un défi. Mes camarades ne le savent pas. Moi, en future ambition, je sais que c'est un défi et il va falloir se battre, mais je ne sais pas comment je vais remporter ce défi. Je ne sais pas. J'ai qu'un exemple d'échec à côté de moi, j'ai pas un exemple de succès. Qu'est-ce qu'on fait de cette urgence ? On la transforme en passion. On va se passionner. Alors, ça peut être se passionner pour le développement de l'âme cosmique humaine, c'est un peu ton ambition. Ça peut être se passionner pour le tennis, l'ambition de Noah. Ça peut être se passionner pour la science. Peu importe l'objet de la passion, il faut que je mette cette urgence existentielle dans un objet. Et c'est une passion. Et tous les ambitions ont été des jeunes passionnés. Diderot, c'était la passion de l'étude. Il a fait l'encyclopédie, c'est pas mal. Mais c'était la passion de l'étude. Diderot a 30 ans. Je dis ça parce que c'est les 300 ans de Diderot, la naissance. Il aurait 300 ans le 5 octobre 2013. Donc Diderot, un jeune homme blond, les cheveux longs, un peu à la Depardieu, qui va conquérir Paris et qui est misérable à 30 ans, personne ne le connaît, il crève de faim à Paris. Paris, c'est très difficile à l'époque, mais il est passionné, et même sa santé, il passe un peu. Il est passionné par l'étude. Peu importe l'objet, on peut être passionné par les météorites, la chanson, peu importe l'objet. L'urgence existentielle se transforme en passion, mais ça suffit pas pour être ambitieux. Il y a un 3e étage à la fusée, parce qu'on peut vivre une vie de passionné. Oui. Quand on est ambitieux, on veut s'illustrer socialement, on veut être connu, on veut avoir un impact, on veut couper, allons-y carrément dans la mégalomanie, couper l'histoire en deux, avoir un nom dans l'histoire qui se transforme souvent en nom de rue, en nom d'astéroïde ou en nom de place publique en général. Mais quand on est ambitieux, on veut du politique, on veut s'illustrer, on veut que la police, la cité nous reconnaisse. Et donc il faut un 3e étage, je crois que c'est la gélothérapie qui se met en place, il faut un 3e étage à la fusée. Et ce 3e étage, c'est je suis passionné par un objet, je vais prendre ma passion pour objet. Je vais me passionner de ma passion.
C'est ça l'ambition. C'est une passion de la passion. Je suis passionné de tennis. Bon, j'aimerais bien devenir champion de tennis. Je vais jouer au tennis, avoir un classement assez confortable, mais je veux pas briller, je veux pas la coupe, je veux pas le grand chelem. Mais je suis passionné par ma passion de tennis. Je vais lui consacrer toute mon existence. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté d'être un peu pris aussi et d'être tiré par cette passion. C'est-à-dire qu'on est en même temps, il y a une espèce de... On est guidé, on est possédé par ça. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas sortir de ces rails-là. Enfin, moi, c'est ce que je vois avec la télé de Lilou, ou, voilà, mes voyages et les interviews. J'essaye, mais je ne peux pas. De toute façon, je reviens toujours là. C'est pour ça que l'ambition est une espèce de folie. Parce que c'est monomaniaque l'ambition. Le matin, on se lève, on pense à ça. Le soir, on se couche, on pense à ça. On organise toute son existence à partir de ça. C'est pas le cas de tous les passionnés. On peut être passionné et puis essayer de faire loisir, travail, être raisonnable. Mais l'ambitieux, comme il donne sa vie à sa passion, c'est ça la définition de l'ambition. Donner sa vie à sa passion. Alors du coup, rien ne l'arrête. Alors, au début, on est libre, on peut choisir sa passion, on peut plus ou moins faire des rencontres, dire non, dire oui. Mais une fois qu'on est engagé dans cette boucle de passion qui se prend pour objet, la réalité, elle compte plus. Ce qui compte, c'est ma passion, mon désir, mon plaisir, ma jouissance, mon avancée. On crée ce que j'appelle le vortex. Alors. Ah oui, tu as une partie de ton livre qui est sur le vortex. Ça aussi, c'est j'espère une trouvaille. Le vortex, c'est un mot latin qui veut dire tourbillon. C'est un phénomène météorologique, un tourbillon, un cyclone, un ouragan. L'ambitieux devient un ouragan dans la vie. Un tourbillon, et il emporte tout. Le moindre élément de vie est recyclé pour servir cette passion addictive qu'est l'ambition. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis écrivain, je vais parler à tout le monde, à mes amis, à mes proches, et dire, tu sais, je suis en train d'écrire un livre, c'est génial, j'écris, et je vais en parler, et je vais même recycler mes amis. Tu pourrais pas me donner ton point de vue sur mon livre ? Tu pourrais pas lire mon manuscrit ? Tu pourrais pas m'arranger un rendez-vous avec tel journaliste ? Ça, c'est rien, ça reste gentil, puisque ça reste de la liberté qui s'exprime et une passion qui s'exprime. Sauf que, si à un moment j'arrête d'écrire mon livre, tous ceux à qui j'ai dit j'écrivais un livre vont me dire t'avais pas un livre toi ? Oh oh ! Et ils vont venir vers moi et ils vont m'obliger à l'écrire le livre, ils vont me forcer. Et du coup, ma liberté initiale de dire j'écris un livre, c'est super, va devenir un truc où je n'aurai plus que ça en tête parce que mon vortex, mon réseau d'amis, les moyens que je mets en œuvre pour réaliser mon ambition va m'obliger. On est prisonnier de son propre vortex. On déclenche son vortex, mais après on devient prisonnier. Et ce qui fait que si tu arrêtes la télé des loups, je pense que tu auras beaucoup d'admirateurs complètement dépressifs et pleurés qui vont t'obliger, te menacer, te séquestrer pour que tu continues cette télé de Lilou. Voilà par exemple. Vous voyez, c'est pour ça que l'ambition, ça fait peur. Parce qu'une fois qu'on est lancé, plus rien ne nous arrête. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres choses de ce livre ? Je sais qu'il y a tellement de notions et tout. Tu veux finir par un petit message ? Finir par un message. Ces 3 types d'ambition que j'ai définis, l'ambition expressive, démonstrative et l'ambition censurante, se censurer soi-même, fait qu'il y a quand même un type d'ambition qu'il faut sauver là-dedans. Ah oui, c'est l'ambition expressive. C'est l'ambition de l'artiste, c'est l'ambition de l'humaniste, c'est l'ambition de Mandela. J'ai une idée, je suis capable d'endurer la prison sans scier, et je vais au bout de mes convictions parce que je sais que ça change la donne vers plus de justice. L'ambition expressive, c'est toujours soit plus de poésie si on est artiste, soit plus de justice. Ce sont 2 synonymes pour moi. Et donc, cette ambition-là, elle est à sauver. Or, aujourd'hui, nous avons une école anti-ambitionnelle, nous avons une éducation parentale souvent anti-ambitionnelle. Je ne dois pas dire les lasses, je ne dois pas booster mon gamin. S'il aime le jeu d'échecs de façon frénétique, faut surtout pas faut qu'il fasse aussi plein d'autres choses parce qu'il va devenir fou. Mon Dieu, il est passionné, il va devenir fou. On a des vieux réflexes où on ne veut pas donner les pleins pouvoirs à la passion au nom de la raison, la vieille raison. Eh ben, je pense qu'il faut qu'on libère cette ambition-là. Et même au niveau de la politique, même au niveau de la société civile, on doit s'organiser. Nos politiques nous déçoivent, nous devons nous organiser spirituellement, psychologiquement, philosophiquement et politiquement pour faire que l'ambition expressive puisse s'exprimer. Aujourd'hui, la désespérance commune, le fait que nous pleurons les mêmes choses mais séparément, chacun chez soi, chacun chez son psy, fait qu'on n'arrive plus à créer ce lien politique. Eh ben, il faut pleurer sur la place publique. Il faut pleurer ensemble, c'est ça le début de la politique. Et puis peut-être que tu pleures pour des choses qui sont exactement les mêmes choses que moi, le harcèlement au travail, le harcèlement moral, l'impossibilité d'avoir des relations profondes, l'impossibilité d'avoir de la liberté et de l'amour conjugué. Peut-être que si nous pleurons pour les mêmes choses, nous pouvons changer les règles du jeu. Tout ambitieux est capable de changer les règles du jeu. Et je pense qu'une ambition collective peut renaître et je pense que ça peut être une solution à cette crise qui est en fait une crise d'ambition. L'ambition est possible tant qu'elle est en contact avec l'autre, qu'elle agrandit l'espace de vue et qu'elle fait en sorte qu'on devient plus intelligent à plusieurs. Voilà. Et créateur de mouvements, hein. Ça crée des mouvements ensuite. Ça crée des mouvements incroyables, des mouvements vers la liberté. Mais regardez, toute la société française est non seulement organisée autour de l'échec,
C'est lui qu'on valorise. Et d'ailleurs, dans tous les débats, il faut commencer par se plaindre. Hein, regardez la télévision, vous verrez, c'est une sorte de lamento continu. Oui, j'ai perdu mes parents quand j'étais jeune, alors maintenant, oui, ça va mal. On est dans des mauvaises nouvelles. Le JT, qu'est-ce que c'est le JT ? Le JT, c'est toutes les ambitions les plus détestables, c'est toutes les mauvaises nouvelles accumulées. Et finalement, on se dit, mais être ambitieux, c'est l'horreur, c'est un cauchemar, c'est monstrueux. Et donc, il faut redonner place à l'ambition et redonner place à la jeunesse, parce que ça va avec l'ambition et la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est totalement gommée des programmes télévisés, sauf dans la télé-réalité. Je viens de faire un débat, là, sur France 5, où ils me disaient « Ah, c'est incroyable, ça fait 10 ans que ça dure la télé-réalité, comment expliquez-vous ce succès ?» Alors, ils y allaient de leur formule. En fait, on voit qu'elle n'a pas évolué du tout. C'est toujours des jeunes qu'on emprisonne ensemble, plus ou moins à Tahiti. Maintenant, on les met à Tahiti, mais ça reste une prison. Et on les séquestre, on les harcèle, on les sadise. Bon, bien sûr, on peut critiquer la morale de tout ça, mais c'est même pas ça la critique. La critique, c'est que c'est le seul espace de visibilité où la jeunesse de 20 ans a le droit d'être à la télévision. Dans les débats politiques, elle n'est pas là. Les jeunes de 20 ans, de 30 ans, ils sont pas là. Il faut être vieux et homme. Dans les débats sociologiques, ils ne sont pas là. La jeunesse, à moins qu'elle soit artiste, à moins qu'elle soit poète ou rappeuse, ou qu'elle fasse des émeutes urbaines où on se dit tiens, on va lui tendre le micro à la jeunesse parce qu'elle casse tout, la jeunesse n'a pas le droit de citer. Et donc, voilà ce qu'on fait de la jeunesse. Elle est interdite de parole. Et c'est terrible parce que c'est une façon d'interdire l'ambition. Parce que si on tendait le micro à la jeunesse, eh ben on entendrait vive l'ambition, je veux une vie meilleure, je veux pas refaire la vie de mes parents, je veux pas faire les mêmes échecs, je veux du lien. Et on aurait un discours intelligent, un discours vrai, qui pourrait parler de choses de jeunes, de choses adolescentes, de groupes de rap, de choses futiles en apparence, mais avec intelligence. Le problème de la télé-réalité, c'est qu'elle nous montre une jeunesse larbine, esclave de la production, pour nourrir les publicitaires. Eh bien, cette jeunesse-là est une fiction, c'est une télé-irréalité, et je pense qu'il faut inciter, quand on vante l'ambition, à une véritable révolte de la jeunesse. Il y a beaucoup de monde à passer par-dessus bord, et ceux qui font de la jeunesse cette caricature de personnages serviles, plus ou moins prostitués et totalement serviles, doivent passer par-dessus bord. Donc, mon livre plaide aussi pour qu'on donne aux jeunes non pas les pleins pouvoirs, non pas la société de demain, ils vont l'incarner et ils vont en être, mais simplement la possibilité d'être ambitieuse. Et là, la société interdit cette ambition à la jeunesse. C'est ce verrou, me semble-t-il, qu'il faut lever en premier. C'est un des mouvements, c'est quelque chose que tu aimerais voir maintenant. Il y a un truc qui te touche, parce que tu es papa quand même. Oui. Il y a quelque chose qui te touche plus particulièrement maintenant que tu aimerais voir de ton vivant. Ce qui me touche, cette ambition. Ce qui me touche, c'est la courbe décroissante de la curiosité des jeunes. Et jeunes victimes d'un système qui consiste à dire l'ambition, ça ne sera pas pour toi. Et en fait, moi, je ne suis pas marxiste dans l'âme. Marx est intéressant comme d'autres pour moi. Mais on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on regarde ce genre de programme, de voir quand même les riches, parce que les producteurs, tout ça, c'est des riches, exploiter les pauvres et abrutir par une télévision débilitante les pauvres. On ne peut pas s'empêcher de tomber dans cette caricature-là. Et ils sont cyniques, et ils sont arrogants. Je les vois, je les côtoie dans les salons, dans les débats. C'est l'arrogance, ça part de marché, ça prostitue la jeunesse, l'image de la... Ça montre le pire de l'âme humaine, et ça rigole, et ça s'engraisse, et ça fait de l'argent. Je pense que la colère de la jeunesse consiste à pouvoir vraiment clasher cette production-là. Clasher l'autorité, clasher les codes qui vous disent « Bah non, t'as pas le droit de te révolter contre l'animateur débile à mourir, parce que ça fait partie du contrat. » Bah si, on peut se révolter, on peut dire non. Cette puissance du non est une puissance qui peut être fertile quand c'est la jeunesse qui l'incarne. Mais pour ça, il faut que les parents et les adultes comprennent que la jeunesse va nous survivre, que c'est elle la société de demain, et que ces adultes-là lui disent, voilà, je vais te dire que la vie vaut la peine d'être vécue si tu augmentes le curseur. Et ça, augmenter le curseur, un petit supplément d'âme, un petit supplément de lien, ça s'appelle l'ambition. On doit aller vers une éducation ambitionnelle, bien sûr pas narcissique, bien sûr pas l'ambition détestable de j'écrase tout le monde et mon ego doit être au centre, mais je me connecte à tout le monde et on va peut-être changer la vie. Vouloir changer la vie en commun, c'est ça l'ambition pour laquelle je plaide, et surtout pour la jeunesse. Merci beaucoup Vincent, j'ai hâte de lire ce délicieux livre sur l'ambition ou l'épopée de soi. Bravo, merci. À très bientôt Lilou. À très bientôt à tous les délicieux co-créateurs qui regardent cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous du Salon Zen. N'hésitez pas à partager cette vidéo. On a un score à exploser là, c'est le petit côté. Faut dépasser les 100 000, soyons ambitieux. Merci Lilou, merci. C'est des beaux messages qui méritent d'être diffusés. C'est pas pour le score en lui-même, mais c'est sûr que ça fait du bien et ça nourrit l'âme. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Plein de gros bisous.